Bonjour Maxime. C'est un plaisir du coup de te recevoir pour ce nouvel épisode de El Sofa. Aujourd'hui tu vas nous parler un petit peu de ton parcours, du coup ton engagement pour les océans, de ce qui t'a poussé aussi à changer de cap, c'est le cas de le dire, et du coup de un peu cette mise en action. Mais du coup sans plus attendre, je te laisse te présenter en quelques mots. Salut Anne, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Maxime Delisle. En effet, je travaille depuis bientôt 4 ans uniquement sur la protection des océans. Et j'ai plusieurs casquettes en même temps. À la fois, je travaille pour une organisation internationale bientôt sous l'égide des Nations Unies, qui va conseiller des chefs d'État et des ministres. J'ai lancé une petite association beaucoup plus militante, toujours sur ce sujet océan. J'écris des bandes dessinées pour raconter ce qui se passe sur l'eau et sous l'eau. Et surtout, là, sur les 3 dernières années passées, j'ai passé 1 an en mer avec une ONG qui s'appelle Sea Shepherd, qui fait de l'action directe pour lutter contre la pêche illégale. Voilà, donc il y a un sujet au cœur qui est l'océan, sans qui on ne peut pas vivre, et qui va pas bien pour plein de raisons. Et puis après, il y a différents modes d'action autour de ça qui permettent d'être un peu à la fois complémentaires et puis de pas trop s'emmerder. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu plus précisément du coup de HIPPOS et de Ouais. Systémique, qui sont, Ouais. je crois, Donc, aujourd'hui tes deux organisations? donc c'est l'IPOS et Systemic, c'est les 2 organisations pour lesquelles je travaille en ce moment. L'IPOS, donc c'est l'International Panel for Ocean Sustainability. C'est un nom inspiré du GIEC, parce que le GIEC en anglais c'est IPCC, donc c'est le même début. L'idée, c'est que l'océan est vraiment vital pour nous, qu'il y a des personnes qui ont plus de pouvoir que d'autres, parce que c'est des chefs d'État, parce que c'est des ministres, et que eux ont la possibilité de faire ancrer dans la loi des changements systémiques qui permettent de réduire la pollution plastique, de réduire la surpêche, de réduire les impacts du changement climatique sur la biodiversité marine. Et que le problème, c'est que le problème qu'ils ont, pour ceux qui ont le courage de prendre des bonnes décisions, parce qu'il y a plein de petits États insulaires qui n'ont pas des gros gouvernements, il y a plein de petits États qui n'ont pas en fait accès au bon savoir. Il y a de la science, on connaît à peu près les océans, mais c'est encore très technique, c'est encore très diffus, c'est encore très écarté dans plein d'endroits. Et donc l'IPO se propose d'être un espèce de hub qui va rassembler, centraliser tous les savoirs pour les océans pour permettre en fait aux décideurs politiques de prendre les bonnes décisions avec les bons savoirs. Mhm. Donc ça, c'est un projet que je fais, que je coordonne depuis 8 mois. C'est passionnant, c'est en gros le lien entre la politique et la science. C'est long, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir avoir des impacts à grande échelle. Donc ça, c'est du temps long et du gros impact. Ok. Et c'est un peu l'inverse. C'est une association qu'on a lancée avec des anciens de Sea Shepherd et puis une autre personne, en se disant comment on peut adresser la première source de destruction des océans, qui est la surconsommation de poissons. C'est ça qui détruit le plus la biodiversité marine, la surpêche. Et donc on veut traiter ce problème, ce lien entre les océans et notre alimentation, en se disant il y a quelques espèces qui sont vraiment encore plus destructrices que d'autres, entre autres le saumon, qui est vraiment je peux en parler des heures, c'est l'espèce qui n'est pas consommée parce que ça coche toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire. Et on pense aussi qu'il y a certains types, tout le monde est responsable, que ce soit les États, les individus, mais aussi les entreprises. Et les entreprises ont un rôle fondamental à jouer parce que c'est des acteurs qui ont un pouvoir de changement qui est très transformateur. Exemple, des chaînes d'hôtels comme Accor ou des chaînes de restauration collectives comme Sodexo ou des groupes de grande distribution comme Carrefour. Si eux, ils comprennent pourquoi le saumon détruit la planète, les humains et fait du mal aux animaux, et ben en fait, s'ils changent un peu leur sourcing et leur manière de travailler, et ben c'est pas des dizaines, mais c'est des millions de poissons qui vont être sauvés, et avec eux, tout un écosystème qui va pouvoir se restaurer, des populations de pêcheurs artisans qui ont besoin de ça, qui vont pouvoir vraiment nourrir, des impacts sur l'Antarctique, sur la forêt amazonienne, sur le carbone. Donc voilà, donc on essaie de trouver ça avec une approche qui se veut militante, engagée, mais pas trop sombre. D'accord. Et aussi de temps en temps parce qu'il faut garder un peu de joie et un peu d'espoir, sinon si c'est trop sombre, on va tous se tirer une balle. C'est pas faux. Mais justement, bah, on voit que aujourd'hui, bah, la protection de l'océan, elle est devenue un peu au cœur de ta vie, ou du moins ta vie professionnelle. Mais si j'ai bien compris un peu de mes recherches sur toi, c'était pas forcément sur, enfin, sur le sujet sur lequel tu étais partie
avec tes études et en étant jeune. Et du coup, comment tu es devenue activiste pour la protection des océans et comment s'est construit ton engagement? Hem et ben, enfin, l'océan a toujours été très fortement, ancré chez moi. C'est quand j'étais enfant, c'était mes meilleures vacances. Moi, j'ai grandi en région parisienne. Mes meilleures vacances d'été, c'était à la mer. Quand j'étais à la fac, j'ai étudié la finance puis l'économie. Hem et ben, j'étais dans une association qui organisait une course de voile. Mon année de césure, je l'ai pas fait, en banque comme tous mes copains de classe, mais j'ai été, dans la marine nationale sur des bateaux. Ouais, c'est un Et, peu euh, et puis après, en effet, original. j'ai fait une grande pause de 10 ans où j'étais plutôt en Afrique, au Moyen-Orient ou à Paris, tout simplement, dans le monde du conseil, puis dans le monde de la start-up. Euh, Parce que j'avais besoin, je crois, de voyager, de me construire, de construire une expertise. Et puis l'océan, en fait, a commencé à monter pour plusieurs raisons. Un, c'est une prise de conscience écologique qui est arrivée graduellement, mais de plus en plus fortement jusqu'en 2019-2020, où là, ça commençait vraiment à me tirailler fort en disant, mais oui, j'ai un boulot passionnant, mais est-ce que je suis pas en train de brûler la planète moi aussi et comment je peux aider, participer, faire mon petit geste du colibri et mettre mon énergie à, au service de la planète. Et après, ce qui m'a dirigé vers l'océan, c'est à la fois du rationnel et de l'émotionnel. Donc l'émotionnel, c'est que c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Ça me parle, ça me porte. Maintenant, j'habite à Lorient et plus à Paris parce que je voulais habiter au bord de l'eau pour voir la mer, pour être dans la mer, pour surfer, pour avoir des copains qui sont des marins, des pêcheurs, des commandos marines, etc. Donc il y avait beaucoup d'appels de cet Mhm. écosystème. Et c'est important quand on fait des choix de dire où est-ce que je suis, quoi. Est-ce que je suis montagnard, est-ce que je suis campagnard, est-ce que je suis urbain. Et moi, c'est la mer qui me parle. Et puis le choix rationnel, c'est que l'océan, en fait, il n'y a pas de vie sur notre planète avec un océan malade. C'est 50% de l'oxygène qu'on respire, ça vient de l'océan. L'océan, c'est le plus gros régulateur du climat. Il y a des milliards de personnes qui dépendent de l'océan pour s'alimenter. Donc je me suis dit, si on veut protéger la planète à grande échelle et avoir de l'impact à grande échelle, et ben, c'est un bon écosystème. Et puis en plus, c'est un endroit où je suis bien, donc ça allie le cœur et la raison. Donc ça m'a C'était emmené vers ça. optimal. Puis, et après, même si je pense que c'est pas nécessaire, j'ai eu je sais pas, la chance d'avoir un changement de setup personnel radical en 2019 qui m'a réouvert le champ des possibles. Et du coup, j'ai pu prendre du temps pour moi, j'ai pu prendre des choix radicaux et du coup, quitter mon job, m'engager sur les bateaux de Sea Shepherd. Donc comme quoi en gros, c'était un divorce en fait. Et donc les, les événements qu'on peut croire un peu douloureux sont finalement peut-être transformateurs pour le mieux. Après une période de traversée du désert, en fait, on peut sortir dans l'océan. Effectivement. Et justement, j'ai une question un petit peu là-dessus qui est peut-être un peu philosophique entre guillemets, mais est-ce que tu penses finalement que justement pour changer un peu, changer de vie entre guillemets, changer de quotidien, passer une autre étape, cette rupture, elle est nécessaire? Comment toi tu peux, enfin, qu'est-ce que tu en penses de ce sujet-là personnellement? Eh ben, j'ai deux réponses. À la fois, j'ai pas envie de dire que c'est nécessaire parce que sinon, il y a plein de gens qui vont dire, mais non, mais ma vie, c'est un long fleuve tranquille, donc je vais jamais changer, je vais rester dans ma vie qui a soit des impacts désastreux pour la planète, soit pour les autres, soit pour son mental. Donc, je veux pas croire qu'il faille absolument une crise pour changer. Après, comme dans tout, hein, les crises, c'est des accélérateurs de changement. Je pense plutôt que c'est des accélérateurs de changement que des déclencheurs nécessaires. Euh, Ouais, Mais ouais, en fait, c'est dans les moments de crise qu'on se pose des questions fondamentales. Et après, il peut y avoir plein de petites crises, hein. Il peut juste y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des ras-le-bol de boulot, il peut y avoir des envies d'ailleurs, il peut y avoir des opportunités. Même ça peut être une crise positive, quoi. Une opportunité, une rencontre, plein de choses. Je suis pas sûr qu'on soit obligé d'être dans un tunnel sombre pour changer. J'espère pas. j'espère pas non plus. Mais effectivement, je pense que c'est effectivement, ça permet d'accélérer peut-être un petit peu les choses de temps en temps. Mm. Et justement, pour parler un petit peu aussi de ton rapport à l'océan, enfin, de ton rapport finalement à la nature et d'être revenu un peu finalement à ta passion d'enfance. Euh, Mm. Toi, enfin, qu'est-ce que enfin, quel est le rôle un peu pour toi que la nature a eu
dans, dans ta guérison, entre guillemets, est-ce que tu penses que ça a eu un impact important? Enfin, je crois qu'après ta rupture, justement, tu t'es engagé, enfin, tu as fait un voyage en Alaska, tu t'es engagé du coup plusieurs mois sur les bateaux de Sea Shepherd, donc tu es vraiment isolé en plein milieu de l'océan. Est-ce que ça a été salvateur pour toi? Bah, la nature, alors je sais plus d'où ça sort, mais j'ai en tête que le meilleur des médicaments, c'est 20 minutes en nature par jour ou par semaine, je sais plus, mais on est des animaux, hein, Ouais. et on a besoin de se connecter aux arbres, aux forêts, à l'océan. Donc je pense que vraiment, en termes de santé, pas juste de santé mentale, mais c'est fondamental de passer du temps en nature. Et c'est aussi fondamental pour une chose, si on veut la planète, et c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les limites planétaires sont en train d'être passées. Donc on est en train de ponctionner toutes les sources de vie sur la planète. Et on le fait de manière très clinique. Et je pense qu'il y a trop de déconnexion entre nous autres humains du 21e siècle, urbains. On n'a plus aucun lien avec la nature, donc on ne peut plus apprécier ou aimer la nature. Et comme on ne protège que ce qu'on aime, et ben en fait, à la fois pour notre santé personnelle, de manière très égoïste, c'est nécessaire, et puis aussi pour la santé de la planète, c'est aussi nécessaire. Donc je pense que c'est fondamental qu'on y aille tous beaucoup plus. On devrait tous passer un week-end ou deux seuls à marcher en forêt et passer beaucoup de temps, tant qu'on peut, au vert ou sur le bleu. Et après, ouais, bah, c'est évident, à partir du moment où je vais voir une ligne d'horizon de l'océan, j'ai pu passer la pire journée de la Terre, beaucoup de stress, beaucoup de je ne sais quoi, beaucoup d'ennui, beaucoup de trop de choses. C'est, je sais pas, il y a une fréquence qui arrive de l'océan qui apaise. Euh, et donc, y passer du temps en nature, c'est clairement une guérison, surtout dans cette société où on a des vies un peu à 1000 à l'heure, où on est sursollicité tout le temps. Et passer, donc là, tu fais écho à, tu rappelles un voyage que j'ai fait en Alaska. L'Alaska, on a passé 3 semaines sur place, 2 semaines sur des kayaks, où tu passes 10 heures à ramer, où il se passe rien d'autre que pagaie à gauche, pagaie à droite. Et ça permet de la créativité de revenir, ça permet au cerveau de s'apaiser. Je pense qu'on gagne des points de vie et on gagne des belles histoires à raconter et on peut aussi créer d'autres histoires. Moi, c'est comme ça que l'idée de faire des BD m'est venue. C'est en étant sur un kayak avec des copains en disant qu'est-ce qu'on fait, comment on raconte ce truc. Et puis l'idée de la BD est venue et puis en étant sur l'eau, on a le temps de réfléchir. Donc la question du récit est arrivée aussi. Et justement, en concernant les bandes dessinées, euh, pourquoi avoir choisi ce format-là pour raconter ton histoire et puis aussi pour sensibiliser? Parce que ta dernière BD, Pillage, c'est quand même justement sur la surpêche, etc., en Afrique de l'Ouest. Donc il y a quand même, je pense, une visée aussi d'information et de sensibilisation du public sur ce qui se passe, parce que enfin, c'est vrai, c'est tellement loin de nous. Je pense qu'il y a quand même, enfin, il faut vraiment vouloir s'informer pour, voilà, pour s'en rendre compte forcément. Et pourquoi ce format-là? Enfin, pourquoi ce choix? Est-ce que c'est juste par affinité avec le format parce que tu étais peut-être un lecteur de BD ou est-ce qu'il y a eu vraiment, tu penses que c'est aussi un format plus efficace qu'un autre? Il y a plusieurs raisons. Déjà, j'avais ouais, besoin de raconter des histoires, enfin, mon histoire, mais des histoires, l'histoire de l'océan, pourquoi c'est beau, pourquoi les baleines sont incroyables, pourquoi elles allaient pas bien, elles vont un peu mieux, puis maintenant le changement climatique les réimpacte. Raconter l'histoire de Sea Shepherd, qui est une association incroyable qui passe du temps sur l'eau, enfin son temps sur l'eau pour lutter contre la surpêche, les impacts sociaux, les impacts environnementaux de la surpêche en Afrique, etc. Donc il y a tellement de choses à raconter et comme tu dis, c'est assez ignoré. Parce qu'en mer, les gens, voilà, c'est loin, c'est assez obscur, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc c'était vraiment important pour moi de raconter ça, parce il y a urgence, il y a plein de belles choses à raconter aussi, des histoires d'amour, des histoires d'aventure. Et, euh, et la BD, je trouve que c'est un super format. C'est un format, c'est assez étonnant, parce que c'est la France qui est le plus gros consommateur de BD au monde. Pour la première fois, avec la BD de Jean Covici, il y a 1 ou 2 ans, le premier livre qui a été vendu en France en nombre, c'est pas un livre Oui. classique, c'est une bande dessinée, donc il se passe vraiment quelque chose avec la BD. Et je trouve que ça allie deux choses. On peut raconter des choses vraiment sérieuses, euh, de trucs techniques, mais comme il y a le visuel et le côté un peu artistique, parce qu'on travaille avec moi, je fais pas dessiner, je fais l'histoire, je structure toutes les histoires, je fais le scénario et le texte, etc.
mais il y a des artistes qui ont une capacité à raconter en un dessin, en une case, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, en fait, je pense que c'est un média qui est très aligné avec notre temps, où c'est vraiment le temps plus de l'image que du texte. C'est le temps aussi de pas beaucoup de temps. Et donc, en fait, en une BD, on peut passer, c'est très frustrant. On met 3 ans à l'écrire et les gens mettent 1 heure à la lire. Mais en 1 heure, en fait, ils ont eu le temps d'avoir des émotions, d'apprendre des choses, parce qu'il y a ce qu'on a essayé de faire à la fois dans le passage intérieur, donc la première BD sur l'Alaska, et dans Pillage, qui est cette BD sur Sea Shepherd, c'est d'avoir au milieu du récit des planches didactiques où on explique des sujets. C'est quoi la surpêche? Pourquoi l'océan c'est important? C'est quoi le kayak? Pourquoi il y a des esclaves en mer sur les bateaux de pêche, etc. Et ça, en un coup d'œil, en fait, tu comprends les trucs. Alors, et donc, parce que les gens, je pense, sont sensibles au beau et aussi un peu flemmards. Et ben, la BD, c'est un bon, C'est vrai. c'est un bon, bon média, quoi. C'est vrai qu'entre l'essai et la BD, généralement, le choix, il est vite fait. J'ai une troisième BD là qui sort en janvier prochain, Ok. qui s'appelle On a mangé la mer. C'est une enquête, c'est du documentaire sur le lien entre, on va dire, les Français et l'océan via la pêche. Donc, on étudie, c'est une plongée dans la pêche en France et est-ce que ça protège les océans, est-ce que ça les détruit. Écrire ça en essai, j'aurais pu vendre peut-être 300 bouquins à des geeks de la pêche. Là, je pense qu'on va pouvoir toucher d'autres personnes parce que y a un illustrateur qui a fait des planches magnifiques avec des poissons, avec des pêcheurs barbus, avec des beaux paysages, avec plein de trucs. Donc, en termes d'impact potentiel et d'audience cible, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Puis je pense aussi en termes de démocratisation, parce que souvent un essai, on va lire, on se dit est-ce que vraiment je vais comprendre, alors qu'une BD ça paraît toujours un peu plus accessible. Je pense que c'est ce qui a été Mm, aussi fait un peu par Jean Covici finalement avec sa exactement. BD. Ouais. Et justement en parlant d'histoire, donc je pense que je suis pas la première personne à te demander ça, mais est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton aventure chez Sea Shepherd? Ça a quand même une belle réputation d'aventure, etc. Donc, si tu peux nous partager un peu, c'était quoi ton quotidien chez Sea Shepherd? Donc, Sea Shepherd, c'est une ONG qui a 45 ans maintenant, qui a été fondée par un Américain, qui est spécialisé sur la protection des océans, spécialisé encore plus sur la protection de la lutte contre la pêche illégale, avec une dizaine de bateaux un peu partout dans le monde qui vont pourchasser en gros, des chalutiers, des pêcheurs illégaux, avec différents modes d'action. Parfois, c'est juste de la documentation, donc c'est prendre des photos pour montrer de la pêche illégale quand il n'y a pas de moyens d'action. Et parfois, ce que j'ai fait moi, en tout cas en Afrique, c'est d'aller vraiment pourchasser des pêcheurs illégaux. Et parce que c'est des partenariats qui sont faits avec des gouvernements, en fait, on arrive avec le bateau de Sea Shepherd, qui est un bateau qui fait en gros, je suis sur lequel j'étais, il faisait 55 mètres. Il y a 25 membres d'équipage de Sea Shepherd et une petite dizaine de locaux qui sont des militaires pour faire la sécurité, des inspecteurs des pêches. Et donc on arrive avec une équipe d'énervés de Sea Shepherd qui sont déter pour aller arrêter les gens et le droit, parce qu'il y a l'État qui est là. Et donc ça nous permet d'aller inspecter des bateaux légalement, d'aller fouiller les bateaux, savoir s'ils ont des espèces protégées, savoir s'ils ont des engins de pêche interdits, et puis simplement valider, vérifier ceux qui pêchent illégalement, totalement illégalement, dans des aires marines protégées la nuit, ou dans plein d'autres endroits. Et donc le quotidien, c'est quoi? C'est 2, 3, 4 mois de campagne d'affilée. Donc on est sur un bateau. Moi, la première fois, j'étais au Bénin. On a fait 3 mois de mer et 3 jours de pause au milieu. Et sinon, le reste du temps, tu es tout le temps en mer, à jouer au chat à la souris avec des braconniers. Donc, aller à un endroit, puis te retirer, puis essayer de les surprendre, puis aller ensuite de manière très ostentatoire à la sortie du port pour aller inspecter les navires légaux et juste leur dire, bah, les gars, on est là, on vous suit. Et sinon, des trucs un peu marrants qu'on fait, c'est il y a beaucoup de pêchés, enfin, un peu marrant, un peu triste, mais voilà, excitant en tout cas. C'est c'est dans cette vie d'équipage très engagé, où c'est 24 heures sur 24, le bateau s'arrête jamais, où on est dans des zones où il y a vraiment de la piraterie. Nous, on s'est fait attaquer en 2020 par des vrais pirates qui venaient kidnapper des gens. Donc ça part dans des histoires un peu intenses, ça finit en coup de feu, il n'y a pas de blessés, mais un petit peu de stress. Donc c'est dans des zones qui sont engagées, on est quasiment au niveau de l'équateur, donc il fait une chaleur à crever, une grosse partie de la pêche illégale se fait aux frontières. En fait, c'est des bateaux des pays voisins qui viennent la nuit illégalement rentrer dans les îles territoriales pour aller pêcher, en gros piquer leurs poissons. Et donc là, c'est vraiment comment tu détectes ça
au radar très loin du bateau-mère, et puis après, tu mets en place un espèce de guet-apens, où tu as des zodiacs avec des équipes dans le noir qui attendent que les bateaux rentrent dans la frontière, et puis au moment où on est sûr on a la preuve légale qu'ils ont leur chalut à l'eau, dans un endroit où ils n'ont absolument pas le droit, souvent des aires marines protégées, et ben là, tu allumes la lumière et tu dis coucou les gars, on monte à bord. Et ce qui peut se passer, c'est là, en fonction des infractions, jusqu'à la saisie du bateau, OK. qu'on apporte au port. Et là, on remet le bateau à la justice. Le commandant, généralement, qui est souvent, en tout cas en Afrique, beaucoup chinois, parce qu'il y a Mmh. beaucoup de légale qui est chinoise, part en prison. L'équipage est renvoyé à la maison. Et après, nous, Sea Shepherd a terminé son travail de marin et ça part à la justice. Et donc, on fait ça. Je disais, il y a beaucoup de Chinois, mais il y a aussi beaucoup de Français et d'Européens. Des vrais. En fait, ce qu'il faut comprendre sur ce sujet-là, c'est ce que Sea Shepherd fait en Afrique, c'est parce que le consommateur occidental, européen ou américain, il consomme beaucoup trop de poissons pour pas cher. Et que ça nécessite, un peu comme toutes les ressources qu'on fonctionne, en fait, on va chercher à l'international, parce que chez nous, c'est cadré, parce qu'il y a un cadre réglementaire et des polices qui font régner l'ordre, et ben, on va piller les ressources africaines. Voilà, à peu près la vie à bord. Et la vie à bord, c'est 25 personnes, entre 20 et moyenne d'âge une petite trentaine d'années, mais dans les équipages, il y a toujours entre 20 et 60 ans, moitié. C'est très paritaire. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, enfin beaucoup de femmes à tous les postes de responsabilité. C'est une association qui est très, très féministe dans le bon sens. Ça, c'est très chouette. Toutes les nationalités, beaucoup de nationalités, enfin très internationales, beaucoup occidentales, on va dire, mais aussi pas mal d'Africains, parce qu'on travaille beaucoup là-bas. Et des gens qui sont des anciens polytechniciens allemands, des anciens gens très diplômés, des entrepreneurs ou des gens qui, depuis le début, se sont dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, on n'a quasiment pas fait d'études, on fait des études de plongée, sont des marins, des vrais marins, tatoués de partout. Comme un peu. Donc, c'est un mix de ce qu'on imagine, un peu des gens très engagés, très tatoués, et d'autres qui sont plus ordinaires, comme moi. Voilà. Et justement, à ce sujet-là, j'avais entendu, et moi ça m'avait pas mal marqué dans une de tes interviews où tu disais que finalement dans une vie on avait plusieurs vies. Hum, Et justement, bah, passer du cabinet de conseil parisien ou de la start-up parisienne à être attaqué en pleine mer par des pirates, bon, c'est quand même un grand saut. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Enfin, moi, je trouvais que ça donnait aussi pas mal d'espoir. Enfin, de se dire que finalement, une vie, c'est riche, qu'il y a plein de choses à faire, etc. Et j'aurais bien aimé avoir un petit peu ta vision sur le sujet. Sur le sujet. hum. J'ai compris ça. En fait, je pense que la vie, elle est longue. On a quand même la chance de vivre dans un pays encore en paix, où l'espérance de vie, c'est 85 ans. Euh, je pense que ça dépend un peu des profils psychologiques des personnes. Il y a des personnes qui sont très ancrées dans la stabilité, qui ont besoin de stabilité, qui vont être contents d'avoir une vie qui va durer au même endroit, avec la famille importante, le travail important. Mais en tout cas, moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, je pense que la vie est tellement riche de plein de choses que j'ai envie de découvrir plein de choses. Et surtout, je trouve que, et donc, je suis convaincu qu'on va pouvoir avoir plein de vies. Parce qu'il y a différents métiers qui vont nous intéresser, parce qu'on va peut-être avoir vivre avec différentes personnes, parce qu'on va avoir des enfants à différents endroits, parce que on pourra vouloir, voilà, il y a plein d'opportunités. C'est à la fois une richesse incroyable que d'aller découvrir tout ça, et c'est aussi, je trouve, savoir ça, se dire, je vais avoir plusieurs vies, des vies qui vont pouvoir durer 6 mois, une mission Sea Shepherd, d'autres qui vont pouvoir durer 10 ans, un travail dans une entreprise, d'autres qui vont durer toute la vie, je sais pas quoi. Mais ça permet vraiment de dédramatiser les choix et du coup d'accélérer les choix. Il y a plein de gens qui disent non mais moi en fait je rêve de me donner du sens à ma vie, mais je peux pas parce que j'ai mon emprunt, parce que j'ai ma meuf, parce que j'ai mon père, parce que j'adore faire du basket le mardi soir. Et surtout, en fait, je vais prendre trop de risques. Et voilà. Et donc, je pense que se dire que il y a mille choses. Enfin, déjà, il y a un vrai besoin d'engagement. Et donc, tous les gens qui ont des freins, qui veulent s'engager mais ne le font pas, c'est beaucoup de souffrance personnelle et c'est beaucoup d'énergie qui est perdue pour aller sauver cette planète ou faire du bien aux réfugiés ou devenir prof ou devenir artiste, j'en sais rien. Quoi. Faire quelque chose qui nous tient à cœur et qui fait du bien, qui ne détruit pas le monde mais qui le protège quoi, ou le rend meilleur. Euh, et le fait de se dire qu'on va pouvoir avoir plein de vies,
ça dédramatise les choix. En fait, il y a deux choix qui sont engageants ad vitam. Il y en a que deux. C'est pas se marier, c'est pas acheter une maison. Les deux, c'est soit donner la vie, soit prendre la vie. Donc, c'est buter quelqu'un, ça, c'est pour toujours. Soit avoir un Exactement. enfant, et ça, c'est aussi pour toujours. Mais le reste, en fait, c'est pas très grave. Et Ouais, comme c'est pas très grave, et ben, autant y aller et s'amuser un peu et prendre des choix courageux qui nous entraînent, qui nous animent. Parce que sinon, il y a un autre truc, moi, qui m'obsède sur ces devis, c'est comment, à 85 ans, ou 7 ans, ou 12 ans, sur mon lit de mort, je vais me retourner en me disant, ah, mais en fait, j'ai passé 15 ans à me morfondre parce que j'étais tiraillé, j'étais coincé par un prêt immobilier. Franchement, c'est absurde. ouais. Moi, ça, c'est une belle vision des choses. En tout cas, c'est vachement moteur, quoi. Et justement, voilà, c'est la question typique du petit format qui rejoint un petit peu finalement ce dont on vient de parler. Mais du coup, pour toi, est-ce que notre existence a un sens? Si oui, lequel? C'est une Ok. question ouverte, il n'y a pas de bonne réponse. Eh ben, il y a deux réponses. Il y a deux réponses. J'aime bien les grands écarts. Il y a une première réponse, c'est que euh, dans le cosmos, nous sommes rien. Mm. Et donc, t'as beau être le président de la République le plus puissant de la planète et faire des choses, en fait, c'est éphémère. Et ça fait du bien aussi en disant, bon, en fait, c'est pas très grave. Euh, et donc, en fait, peut-être que la vie n'a pas de sens, mais à notre échelle de temps et d'espace, euh, je sais pas si la vie a un sens, mais on peut lui donner du sens en tout cas. Et je trouve ça beaucoup plus beau, beaucoup plus fun, beaucoup plus intense, à la fois personnellement, mais aussi dans les relations qu'on va tisser avec les autres humains, avec les fleurs et les oiseaux, de dire, bah, en fait, le sens de ma vie, c'est ça, ou un des sens de ma vie, c'est ça, ou un des 10 sens de mes 10 vies, ça va être ça. Euh, et je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup de sel à l'existence. Mm. Oui, c'est peut-être Euh, un peu le moteur finalement de l'existence, le sens qu'on veut y donner. Ouais, qu'on veut lui donner. Est-ce que c'est le sens? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est la source? Est-ce que c'est je ne sais quoi? J'en sais rien. Je pense que c'est à peu près la même chose avec. On est un monde polyglotte, donc c'est la même chose avec plusieurs noms qu'on met dessus. Mais, mais je pense que ouais, ou un sens qu'on peut lui donner, ou le sens que moi j'essaie de lui donner, c'est de dire comment mon existence peut ne pas détruire le monde mais le protéger et le faire ça avec plus de joie et de légèreté possible sur la forme, alors que le fond, il est pas très marrant Ouais. et il est très sérieux. Voilà, c'est à peu près c'est un des sens que j'essaie de donner en ce moment. Bah, c'est très inspirant. Et est-ce qu'il y a des références culturelles, que ce soit des livres, des spectacles, des musiques, peu importe, enfin, peu importe la forme, est-ce qu'il y a des références culturelles qui ont un peu nourri ton engagement et dont tu veux particulièrement nous parler Ouais, il y a un bouquin qui a été déclic pour moi et un bouquin que j'ai fini dimanche. Ok. Le bouquin déclic, c'est Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, qui commence un peu à dater, mais qui était pour moi en fait, c'est un scientifique qui a raconté, qui a synthétisé tous les savoirs pour parler de l'effondrement de notre planète ou de l'effondrement de notre planète et pourquoi c'est ça et surtout c'est le lien très fort entre la raison scientifique et qu'est-ce que ça crée en nous. Il a créé le tome 2, c'est Vivre l'effondrement, qui est vraiment comment une fois qu'on a passé ce stade de waouh, c'est chaud, la vie qu'on va avoir dans les 20 ans à venir, c'est pas la même du tout que celle des 20 ans passés. Et il m'a permis vraiment de comprendre de manière globale ce qui se passe et ensuite de comprendre intimement comment je peux travailler ça. Euh, Avec un exemple qui est génial, c'est que j'ai compris qu'on peut avoir plusieurs émotions en même temps. En fait, on peut être déprimé pour le sort du monde et en même temps joyeux d'un dîner ou d'une bière qu'on prend avec un ami. Quoi. Et ça, en même temps, en fait, ah ouais, on peut avoir les deux en même temps. Notre cerveau est aussi complexe que ça. Tu vois. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, Pablo Servigne, très beau. Et l'autre, euh, c'est un bouquin, c'est le dernier bouquin de Corinne Morel-Darleux, qui est une essayiste française brillantissime, qui a fait un gros carton avec un bouquin qui s'appelle plutôt Couler en grâce que flotter. Non, Couler en beauté que flotter sans grâce. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Là, elle a sorti son dernier bouquin qui s'appelle Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, et moi, qui me parle beaucoup en ce moment dans mes questions de comment tu peux faire du militantisme qui a de l'impact et qui ne brûle pas, enfin qui Mm. ne brûle pas intérieurement. Et elle a trouvé des bonnes clés, elle a trouvé elle a entre autres 3 cordes, elle dit, pour avoir de l'impact durable,
Il faut allier 3 choses. Il faut allier, de la poésie, des nouveaux récits. Il faut raconter des histoires, il faut inspirer, il faut que ce soit voilà, faut raconter des choses belles, quoi. Il faut de la résistance, donc il faut lutter contre les projets, écocidaires, l'installation voilà, de nouvelles usines de pétrole, etc. Donc, résister et aussi montrer le chemin. Si c'est juste résister et être contre, ça marche pas. Il faut inspirer, donc il faut trouver des solutions et il faut les mettre en œuvre. Et quand il y a ces 3 choses-là, ça marche bien. Et donc, elle le raconte avec une plume merveilleuse. Et elle a écrit ça quand elle était en Inde. Donc, en plus, tu es plongé dans l'Inde. C'est très coloré, c'est très épicé, c'est vraiment bien. Ok, et bah écoute, merci beaucoup Voilà. pour ces recommandations et merci de nous avoir partagé un peu ton expérience et aussi ta réflexion sur l'engagement, sur la vie. Je trouve que c'est hyper intéressant et que c'est une vision hyper optimiste dans un sens. Et du coup, j'espère que ça inspirera plein d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci Anne, bonne soirée. Bonne soirée.